Pablo Longoria est-il en train de totalement saboter son excellent travail avec la nomination de Marcelino? Si beaucoup nous expliquent qu'il ne faut pas prendre en compte les matchs de préparation pour juger un coach, eh bien perso je pense que c'est une excellente façon de comprendre ce que l'OM veut faire cette saison. Avec l'Espagnol fraîchement nommé, Longoria s'offre son 4e coach en autant d'années au club, mais surtout il met en avant une philosophie qu'il avait déjà expliquée. Chaque année selon lui un effectif doit avoir une majorité de joueurs partir pour être remplacés, c'est sa vision de la gestion d'un groupe. Il lie ça aux demandes du football moderne, à la pression au vélodrome, et jusqu'ici c'est une méthode qui a plutôt fonctionné. L'Espagnol ne s'arrête pas aux joueurs, il change aussi les coachs, et là aussi, il y a une certaine logique derrière chaque nomination. Si le départ de Villas-Boas n'est pas lié à son jeu, celui de Sampaoli basé sur une possession stérile aura été un premier exemple de ce que le jeune président ne veut pas voir pour son club. En mettant Harit sur le banc durant une grande partie de la saison, Jorge s'est travesti, coûtant une saison pourtant remplie de promesses. Son départ a fait réfléchir Longoria sur le type de coach qui correspondait le plus au jeu qu'il souhaitait, à la synergie nécessaire entre les deux pour aller dans la même direction, et son choix s'est porté sur un entraîneur méconnu d'Italie, Igor Tudor. Un pressing intense, une dépendance créative des joueurs de couloir, une défense individuelle quasiment tout terrain, le tout construit par un coach qui accepte que le président aura le dernier mot sur le mercato. Tudor était une bouffée d'air frais, mais la chance ne lui aura jamais souri. Que ce soit un carton rouge pour son premier match de LDC, une blessure qui termine la saison de son meilleur joueur, la vente de Bamba Dieng remplacée à la dernière journée par un Portugais pas prêt, des cadres pas au niveau sur le banc, mais surtout l'énorme défaite contre Annecy qui coûte une potentielle Coupe de France et l'incapacité à gagner à domicile, tous les résultats sont contre lui, mais Igor semble être l'homme de la situation. L'effectif prend l'élimination en coupe comme un coup de massue et ne se relèvera pas, coûtant la seconde place en championnat et donc une phase de qualification en LDC. Personnellement, je pense que continuer avec lui aurait fait sens, avec un staff capable de l'aider dans ses idées de jeu, un effectif amélioré qui lui correspond un peu plus, de nouveaux cadres qui connaissent son jeu après cette saison, on aurait pu assister à une année intéressante en termes de jeu avec un projet qui a enfin de la continuité. Mais finalement, alors que Longoria et Ribalta semblent vouloir continuer avec lui, pour mon plus grand plaisir honnêtement, il finit par demander à quitter le club. Tout le monde est pris de court, le Croate explique partir pour des raisons personnelles lors de sa conférence de presse de départ et quelques infos sortent concernant le poids des critiques des supporters totalement débiles qui au lieu de poser des questions sur son jeu l'ont crucifié directement après les matchs amicaux, sans lui laisser aucune chance. L'OM qui allait enfin avoir un peu de continuité est reparti pour un tour et cette fois tout ne se passe pas aussi bien qu'avec Sampaoli et Tudor. Alors que Longoria semble vouloir tourner l'OM vers un certain type de jeu avec des idées offensives fortes, un football moderne qui correspond à l'ère du temps, le départ inattendu de Tudor et l'arrivée de Marcelino changent totalement cette philosophie. Fini la folie, fini la possession, place à un 4-4-2 bien lisible, bien ancien temps. Pablo, qui avait organisé toute sa communication autour de la compréhension de l'écosystème marseillais, vient donc de donner les clés à un coach avec une philosophie totalement opposée au football aimé par les supporters du Vélodrome. Mais je suis mauvaise langue, maintenant que la saison vient de commencer, que l'OM a déjà joué 2 matchs, peut-on dire que ce changement total de philosophie est une réussite qui a bénéficié à l'OM? Bon bah c'est simple, absolument pas du tout. Comme chaque année, l'effectif a été transformé, les prêts sont finis, les options d'achat des joueurs prêtés par le club sont levées, Alexis Sanchez et Kolasinac ne prolongent pas, le problème Payet est finalement réglé par un départ libre sans hommage, très bien pour l'image, et Under ayant été envoyé en Turquie après 2 très bonnes saisons au club. Côté recrutement, plus de 65 millions sont dépensés pour renforcer l'effectif, avec pour l'instant 7 recrues, et Longoria continue de traiter les joueurs comme du bétail. Certaines arrivées sont très intelligentes. Kondogbiak par exemple, qui connaît Marcelino, vient de se relancer pour un montant très correct. Il a de l'expérience, il est un profil plus intéressant que Rongier et Verretou, notamment avec ballon, et il correspond au schéma des derniers mercato, c'est-à-dire faire les poubelles d'un club en cherchant plusieurs recrues pour faciliter les négociations. Le retour de vacances arrive, la préparation commence et les objectifs sont clairs. Il faut intégrer les recrues dans la dynamique du groupe, préparer physiquement les joueurs pour la longue saison à venir et commencer la construction du jeu de Marcelino. La préparation commence donc avec ce fameux 4-4-2 et les nouveaux montrent très vite des bribes de ce que l'on attendra de cette saison. Iliman Ndiaye, le nouveau chouchou du Vélodrome, va apporter de la créativité, une capacité à garder et porter vers l'avant qui manquait cruellement depuis la blessure d'Oulaï et Harit. Il n'arrive pas encore prêt physiquement, mais montre déjà qu'il saura être intéressant derrière le nouveau buteur de l'équipe, Aubameyang. Le Gabonais remplace le Chilien parti libre et va concurrencer un Vitinha qui doit absolument réussir à se relancer. Il n'est pas idéal, son impact est pourtant intéressant, notamment dans son jeu de remise, mais étant au bout de la chaîne, le plus important sera son rendement devant les cages. Tout le contraire du nouvel ailier, Ismail Assar, qui a lui aussi montré une grande capacité à faire des différences, à gagner des mètres, mais aussi sa grande difficulté dans le dernier geste. Il peut être décisif, mais à ce stade de la préparation, ses choix sont souvent bons, mais trop mal exécutés. Les nouveaux font donc leurs premières minutes sous le maillot olympien, et tout de suite on sent le changement d'ambiance entre la folie Tudor et ce nouveau jeu marseillais. Après quelques rencontres amicales, le premier match de la saison arrive et difficile de se positionner en tant que supporter. Les attentes sont évidentes avant l'événement. L'équipe est nouvelle, il y a beaucoup de changements d'accord, mais l'OM est un grand club de haut de tableau de Ligue 1 qui a battu le Sporting récemment. Il est supposé être prêt pour la rencontre et avec les renforts intéressants, les Phocéens sont logiquement favoris. Pourtant, dès le coup d'envoi, tout est remis en cause. Le Panathinaikos, une équipe qui n'a
n'a pas connu l'Europe depuis des années, avec un effectif habitué à jouer le milieu de tableau, va réussir à renverser la 3e meilleure équipe de France. C'est une honte, une humiliation, mais le pire c'est lorsque l'on regarde le contenu du match. C'est simple, absolument rien n'a fonctionné. Les joueurs ne sont jamais rentrés dans le match, jamais réussi à créer quelque chose, à être vraiment dangereux, l'intensité était très faible, physiquement ils se sont fait manger, et pire, l'équipe adverse, pourtant pas vraiment intéressante ni flamboyante, a totalement dominé. Le 4-4-2 est un désastre, il a fallu attendre plus de 60 minutes avant que Marcelino n'essaye de régler le problème d'espace libre à la relance avec un joueur en plus. Le pressing n'est pas efficace, Aubameyang n'est pas trouvé, il n'y a aucune complémentarité. Bref, l'OM perd en livrant une purge et se met déjà la pression pour la suite. Nous ne sommes qu'en août, l'avenir européen du club est déjà remis en cause. La course au fautif ne sert à rien. Kondogbia qui se prend un carton rouge débile, l'arbitre totalement à côté de son match Outsar un peu trop solide peuvent être pointés du doigt, mais ce ne sont que des symptômes d'une situation compliquée. Dans une configuration où son jeu n'était pas totalement mis en place, où les individualités qui auraient pu faire les différences n'étaient pas prêtes physiquement, Marcelino a rajouté à cela un plan tactique catastrophique sans jamais chercher à se remettre en question. Depuis ce match, beaucoup se demandent si finalement l'entraîneur espagnol a le niveau pour la tâche qui lui a incombé. Longoria a raté Gallardo, n'a sûrement pas tenté Postecoglou puisque l'Australien veut avoir un contrôle important sur le recrutement. Du coup, il a sécurisé Marcelino qui, outre leur amitié, était sûrement le coach le plus facile à sécuriser dans le temps imparti. Et je pense que c'est un choix qui se comprend, mais qui est très discutable. Nul doute que lorsque les idées du coach seront installées, quand les automatismes seront créés, l'OM sera compétitif. Mais comme dit précédemment, le temps était une donnée importante à prendre en compte dans la réflexion pour le prochain coach. Et c'est pour ça qu'on parlait autant de donner de la continuité au projet de Tudor. Aujourd'hui, l'Espagnol n'a pas l'air de comprendre que ses idées de jeu, sa mise en place tactique n'est pas la bonne solution pour obtenir des résultats sur le court terme. L'équipe est un peu perdue sur le terrain, les affinités entre les joueurs n'étaient pas établies, notamment entre Kondogbia et l'international français Jordan Verretou, qui malgré son salaire de meilleur joueur du club, est plus que décevant depuis sa bonne période en 2022. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'OM joue déjà sa saison sur ce match, autant dire que la pression est haute, la rencontre commencera avec un but de retard et j'ai hâte de voir quelle équipe sera alignée ce soir pour un match aussi important. Marcelino va devoir montrer qu'il est l'homme de la situation, tout va vite, mais normal quand tu n'arrives pas à battre le Panathinaikos. Et sans son joueur qui connaît le mieux son système, ce sera intéressant de voir qui sera au milieu. Sous Tudor, l'équipe n'a que trop rarement performé dans son stade, ton gardien n'est pas vraiment en confiance et tu vas enchaîner ton 3e match en une semaine. Autant dire que les paramètres de la rencontre ne sont pas optimales. Cette mauvaise situation semble d'ailleurs avoir mis un holà au reste du mercato, l'équipe va devoir se séparer de certains joueurs en plus du prince turc, et si Verretou semble tout désigné pour prendre ses valises et retourner en Italie, le choix pointe plutôt entre Valentin Rongier qui a déjà marqué des points avec ses bonnes entrées, et Matteo Guendouzi en quête de rédemption dont le contrat finit en 2025. Longoria a d'ailleurs déjà exécuté sa fameuse tactique de forcer son coach à mettre sur le banc les joueurs qui ne veulent plus au club, qui avait déjà porté ses fruits en sortant Bamba Dieng de la liste des joueurs de LDC. Une décision qui n'a d'ailleurs pas du tout affaibli l'effectif et n'a sûrement eu aucun impact sur la non-qualification en LDC. Gay lui aussi est un dossier à part puisque suspendu, donc son cas sera réglé au cours de la saison. Klose n'a eu une nouvelle fois aucun backup, il n'y a pas vraiment d'ailier gauche dans l'effectif hors Harit. Les chantiers restants sont donc importants, surtout quand ton calendrier est aussi chargé. L'OM a les fonds. Longoria pourrait déjà aller chercher certaines opportunités, il aurait pu faire Maele par exemple, mais au final, tout a été fait en sorte à ce que l'OM se renforce avec les meilleurs joueurs possibles lorsque sa place en LDC sera sécurisée. C'est un pari risqué qui, au vu du résultat du premier match, sera sujet à débat dans le futur. Pour l'instant, l'un des bienfaits de cet effectif réduit, c'est qu'on a enfin eu l'occasion de voir des jeunes du club. Que ce soit Soglo qui a su profiter de l'absence de Lodi pour dépanner au poste de latéral gauche en rendant des copies propres, ou Muguet qui a marqué chacune de ses apparitions par son jeu assez simple mais rempli de bonnes intentions. Les deux ont réussi à ouvrir la porte à leur intégration dans l'effectif de cette saison, et c'est une bonne chose pour la suite. L'OM doit créer un pont avec son centre de formation, c'est un problème énorme qui a ruiné les dernières saisons, et les deux pourraient être les pionniers dans ce changement. Un rôle dans la rotation les attend, ce qui signifie qu'il ne manquera que 3 recrues à cette équipe, en tout cas sans départ. Marcelino joue donc déjà sa saison sur son 3e match à l'OM, une défaite signifierait la fin du parcours européen, et lui ne semble pas être dérangé par un repêchage en Europa League. La direction et les supporters sauront lui faire regretter si son équipe n'est pas capable de réussir à se qualifier ce soir. Ces situations me mettent à l'aise puisqu'elles montrent que l'OM, mon club, n'est pas une si grande institution que ça. Les grands d'Europe, eux, vont passer ce tour sans réel souci, et pour moi c'est déjà un signe alarmant sur la saison que l'on va subir. Il est difficile d'être patient, je sais que cette équipe, ce jeu ne seront plus aussi pauvres et sans rythme dans un mois, mais comme dit précédemment, la pression est cruelle, mais c'est normal quand ta saison se joue sur les 5 premiers matchs. Dans tout ça, je pense que le cas Longoria mérite un vrai focus, lui qui malgré son excellent travail sur le mercato, trouve toujours un moyen de saboter un peu ses équipes, que ce soit avec un Milik qui finit par ne pas partir à la Juventus coûtant une place dans l'effectif, sa gestion catastrophique du dossier Bamba Dieng avec l'arrivée de Vitinha en plus à la dernière journée du mercato d'hiver, et aujourd'hui, la nomination d'un coach ami qui ne correspond pas à la philosophie du jeu mis en place, et donc aucune continuité à l'équipe.
l'équipe. Tout cela entache son excellent travail, et si Marcelino souffre déjà d'un manque de charisme évident, j'ai peur de ce qui peut arriver s'il loupe la qualification. D'ailleurs, si Logoab écoute, s'il te plaît, par pitié, signe Gonzalo Esteves pour être la doublure de Klose, et remercie-moi plus tard.